Salut les extraterriens, salut les extraterriennes, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ce nouvel épisode aujourd'hui. J'accueille quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement, une athlète avec qui j'avais déjà fait un épisode qui vous avait beaucoup parlé, où vous avez été très nombreuses et très nombreux à nous avoir écrit après cet épisode, parce que cette athlète s'était livrée sur un sujet qu'elle avait vécu, qu'elle avait surmonté même, et elle avait donné plein de pistes, elle avait donné beaucoup de clés, et ce sujet c'était celui des troubles du comportement alimentaire. Ça vous avait beaucoup parlé parce que en tant que sportive, on est tous sujets à un rapport à l'alimentation, on a tous un rapport à l'alimentation particulier. Quel qu'il soit, il est unique et il se respecte. Et on avait essayé d'aborder le sujet avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de paix aussi, je trouve. Et ça vous avait beaucoup plu. Et donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché, avec qui on a commencé aussi une relation, parce qu'on s'est revus sur un stage de trail, si vous voulez tout savoir. Cette athlète, elle a été championne du monde de trail, championne de France. L'année dernière, je crois qu'elle a fait vice-championne d'Europe aussi. Première championne d'Europe, excuse-moi, j'ai pas bien sur mes fiches, je l'ai pas noté sur mes fiches. Donc voilà, une super athlète. On se retrouve ici à Chamonix durant lequel elle ne court pas. Alors elle connaît très bien Chamonix, elle va nous dire pourquoi et toutes les courses qu'elle a pu faire. Mais elle prépare dans quelques semaines les mondiaux qui ont lieu. Et cette invitée, c'est Clémentine Geoffrey. Salut Clémentine, comment vas-tu ? Salut Bart, ça va très bien. Désolé pour l'intro, j'avais mis vice-championne d'Europe, tu vois, je sais pas ce qui s'est passé, comment ai-je osé ? Ouais, pas de souci, ouais. En plus, c'était un moment marquant parce que il me semble que pour avoir parlé avec Adrien quelques jours après, il m'avait dit que t'étais dans une période pas forcément évidente où tu revenais un petit peu de blessure et que t'avais réussi à trouver de quoi te ressourcer en énergie, avec le groupe, avec toi-même, et que finalement, ce jour-là, tu fais une course mais exceptionnelle. Ouais, c'est vrai que c'était une période compliquée. J'avais fait le stage avec l'équipe de France, donc de Rocco du parcours, et j'avais une périostite qui me faisait quand même vraiment mal. J'étais pas en confiance par rapport à ça. J'étais à la traîne sur toutes les séances avec le groupe. Donc niveau confiance, je me sentais pas aussi légitime à participer à cette compétition parce que j'étais pas passée par la case des sélections. J'avais pas fait le championnat de France parce que j'étais qualifiée d'office suite à mon titre de championne du monde. Et ce manque de confiance, j'avais jamais fait la distance des 56 km qui nous attendaient. Je me sentais pas en forme, j'avais du mal à respirer. Donc après ça, j'ai vu que c'était à cause du pollen, tout bêtement. Ouais, je pensais que j'étais un peu malade, mais en fait, c'était les pollens qui me gênaient beaucoup dans mes entraînements. Et voilà, c'est tout bête, mais c'est bon à savoir des fois. Bien sûr. Et ensuite, en fait, je m'étais tellement conditionnée au fait que j'allais être la 4e roue du carrosse dans l'équipe que je suis partie avec cet état d'esprit-là. D'ailleurs, je me souviens, pour la petite anecdote, la dernière séance avant, la séance clé, on va dire, avant les Europes, j'ai même appelé Philippe, mon entraîneur. J'étais dans la forêt en Chartreuse et puis j'arrivais pas. Et j'étais vraiment en perdition, quoi. Donc je l'ai appelé et j'étais en larmes en lui disant « Mais là, Philippe, si tu me demandes si j'ai envie de courir les Europes, je te réponds non ». Et j'avais envie qu'il aille dans mon sens un peu en me disant c'est pas grave, ma Clem, ça va aller. Et en fait, non, il m'est rentré un peu dedans en me disant Clem, il y en a plein qui aimeraient être à ta place, donc maintenant t'assumes ton statut, ton tout, t'assumes et tu y vas et tu pars au combat, quoi. Et donc le jour de la course, j'étais quand même dans cette optique de voilà, j'étais là, j'étais contente d'être là et je voulais surtout s'il y en avait une qui craquait, je voulais ne pas craquer pour assurer une belle place collective. Et bon, au final, pendant la course, j'avais comme repère Adeline, qui est une très bonne copine, et je sais que c'est un pace parfait pour moi. Je suis restée avec elle, j'ai réussi à bien rester avec elle, Adeline, Julie, et puis voilà. Après, ça s'est fait assez naturellement au fur et à mesure de la course où je me suis sentie bien et j'ai pu tenir bon. Les ailes ont poussé au fur et à mesure que tes pas ont avancé. Exactement. Okay. Bon, c'est une très belle histoire. Je te souhaite que ce soit la même dans un mois, du coup.
En tout cas, que ça se termine aussi bien, peu importe le chemin en attendant. Salut, je suis désolé de t'interrompre juste avant de commencer l'épisode, mais j'ai découvert une stat de dingue qui m'a rendu fou sur Extraterrien. En effet, vous êtes plus de 85% à regarder nos interviews, nos épisodes, sans vous être abonné à la chaîne. Et pourtant, s'abonner, c'est probablement ce qui nous aide le plus à aller convaincre des athlètes exceptionnels de venir participer au podcast. Alors bien sûr, si c'est la première fois que tu écoutes Extraterrien, reste tranquille, on te demande rien. J'espère vraiment que tu vas aimer cet épisode. Et si à la fin ça t'a plu, mets-nous un petit commentaire ou un petit axe d'amélioration. On vous lit tous et on répond à tout le monde. Par contre, si c'est la deuxième, troisième ou quatrième fois que t'écoutes Extraterrien, ça serait peut-être le temps de t'abonner parce que t'aimes ce qu'on fait. Donc donne-nous un petit coup de pouce en cliquant sur s'abonner et en mettant la cloche. Pour me motiver, l'équipe elle m'a donné un challenge. Si on atteint les 100 000 abonnés, je m'inscris automatiquement à un 100 km. J'en ai jamais couru, j'ai jamais couru plus qu'un marathon, donc ça sera un vrai challenge et je vais tout documenter sur LinkedIn, sur YouTube et bien sûr en podcast. Donc si jamais t'as envie de me voir courir un 100 km, abonne-toi. Allez, on reprend l'épisode. Je trouve, tu vois, c'est tellement décomplexant d'entendre qu'une championne comme toi a aussi, tu vois, un peu un syndrome de l'imposteur ou ne se sent pas prête, tu vois, jusqu'à quelques jours avant. Moi, il y a tellement de fois où dans ma journée, je me dis, mais je suis pas du tout la bonne personne pour faire ça. J'ai rien à faire ici. Ça me rassure, tu vois, et ça me fait me dire que je suis pas le seul, en tout cas. C'est déculpabilisant. Depuis ce titre de championne d'Europe, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as couru un petit peu des courses, t'as eu des petits moments de pause aussi. Je sais que t'as fait 2-3 breaks. Ouais, donc suite aux Europes, j'aurais dû enchaîner en 2024 par le marathon du Mont Blanc 2024. J'ai pas pu parce que j'avais une petite douleur à la fesse, donc j'ai préféré bien me reposer et me remobiliser pour l'OCC 2024, ça c'était l'année dernière. Et je suis super contente de ce que j'ai pu produire ce jour-là, à l'OCC 2024. J'ai fait une belle course. C'est la première fois que tu la faisais en plus? Oui, ouais. J'avais fait la MCC en 2023. Et du coup, l'OCC, j'ai terminé 3e. Par contre, encore une course hyper riche d'apprentissage parce que j'ai fini dans un état vraiment border, limite. J'avais pas réussi à bien m'alimenter pendant la course, à bien boire. Il faisait super chaud ce jour-là et j'étais déshydratée complet à l'arrivée. Je crois que j'ai mis plus de 3 heures au contrôle antidopage à faire pipi derrière. C'était une sacrée expérience. Tu sens aussi que ton corps, tu lui fais pas du bien et qu'il met du temps à récupérer derrière. C'est l'une des courses qui m'a le plus marqué en termes de récupération. Je pense que j'ai bien eu besoin de 3 semaines pour juste déjà une semaine complète pour retrouver mes pieds parce que j'avais des knackis à la place des orteils. Et ensuite, juste déjà retrouver aussi la forme et puis petit à petit l'envie parce que je me rends compte que le corps est marqué par toutes ces expériences-là et il garde en mémoire. Et quand tu as beaucoup souffert, t'es pas prêt déjà mentalement et physiquement à retourner dans cette zone de souffrance. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé suite à l'OCC. Je me suis quand même remobilisée pour courir les Templiers en fin d'année 2024. Et pendant la course des Templiers, j'ai vraiment senti que j'avais pas envie de finir comme l'OCC, quoi. D'aller puiser au fond de moi et à ne plus pouvoir... j'avais envie de profiter de l'arrivée, d'être encore, on va dire, bien en passant l'arrivée. Je sais pas comment définir, mais en tout cas, pas envie de me remettre dans le même état. Et j'ai fait une belle course, j'étais contente, c'était mon premier 80, du coup, les Templiers 2024, 80 km. Mais voilà, clairement, le corps n'avait pas envie d'aller dans la même souffrance qu'il avait pu endurer à l'OCC. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être moins concret, il y a moins de données, c'est moins scientifique, mais l'usure mentale de la quantité d'énergie, de pensée positive, d'envie qu'il faut aller chercher dans les moments durs, c'est un peu comme tes réserves de glucose ou toute ta quantité de sommeil, quoi. Ça se réduit et à un moment donné faut juste la recharger et se faire du bien, se faire du plaisir pour
à nouveau retourner dans cette zone épuisante en fait de se battre avec la douleur, se battre avec sa tête, se battre avec son corps. Exactement. Et je pense qu'on est, alors, soit pas tous égaux par rapport à ça, parce que des fois, je vois des athlètes qui enchaînent beaucoup et je me demande toujours comment ils font pour faire autant de compétitions, donc toujours se remobiliser mentalement et physiquement pour ces événements. Et en même temps, je me dis, ils doivent mobiliser des ressources. Peut-être qu'ils les mobilisent plus à l'entraînement et du coup, qu'ils sont plus capables de les mobiliser, plus habitués à les mobiliser aussi pour les courses. Je ne sais pas à quel point c'est important aussi de travailler tout ça à l'entraînement. Enfin, je le travaille, mais je sais qu'il y a d'autres manières de s'entraîner qui peuvent être encore plus exigeantes. Ou au contraire, il faudrait que ce soit moins exigeant. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis toujours admirative des athlètes qui arrivent à enchaîner des courses comme ça. Avec une grosse densité, quoi. Ouais. On en vient un peu tu vois, au sujet aussi de la comparaison. Moi je me pose aussi souvent la question de je te l'ai dit, je me suis remis pas mal à la course à pied, plutôt sur route. J'ai fait un peu d'aérox et je m'entraîne avec des athlètes qui sont l'un est le meilleur français, les autres sont semi-pro, il commence à y avoir des professionnels sur l'aérox, donc tout le monde est à fond et moi j'ai pas du tout leur niveau et je me dis, mais comment ils font pour tous les jours revenir et remettre autant d'intensité? Et je me dis, mais moi, je suis pas fait pour ça. et ouais, c'est un grand mystère pour moi. Peut-être que, tu vois, je sais pas, ça se joue... Est-ce qu'ils sont un peu maso? Est-ce que ça se joue dans l'enfance? Est-ce qu'ils se disent des trucs dans leur tête des phrases magiques que je connais pas? Mais je suis un peu comme toi, tu vois, être admiratif. J'ai besoin d'avoir des moments un peu plus repliés, ouais. T'arrives à faire des courses en te disant cette course-là, ça sera une course plus plaisir et ça sera pas une course où je vais vraiment me mettre la tête dans le seau et terminer au bout de ma vie, quoi. Oui, là par exemple, avant ma dernière course de prépa, on va dire avant les mondiaux, là c'était le championnat du Canigou. Donc ça reste une course où il y a moins de densité. Je pense que je pourrais pas aller sur une course où il y a beaucoup de densité en me disant j'y vais en dedans. Enfin, clairement, quand je prends quand même le départ d'une course, surtout avec de la densité, je veux donner le maximum de moi-même. Là, j'avais un peu une overdose suite à l'OCC, mais globalement, je veux arriver, là par exemple, aux mondiaux, je veux arriver avec ma jauge pleine, quoi. Donc oui, au championnat du Canigou, par exemple, quand il y a moins de densité, c'est plus facile de relâcher. J'aime bien me dire je pousse un peu en début de course et puis derrière j'essaye de plus me relâcher. C'est des petites stratégies de course comme ça qu'on peut mettre en place et c'est intéressant de le travailler comme ça. Ok, d'accord. Il y a et les mots que tu vas te répéter, du coup, c'est relâchement. Il y a des intentions un peu particulières? Ouais, j'essaye. Alors là, je me souviens du Canigou. Du coup, j'essaye parce que j'ai beau me dire tu vas pas à fond, tu te relâches, même si tu passes pas très bien, c'est pas grave. En haut de la crête du Barbet, là, je pouvais pas m'empêcher d'être agacée par le fait que j'arrivais pas à bien descendre, à me mettre dans le rythme du sentier qui était quand même assez technique. Et d'un côté, je vois que j'ai encore du travail à faire sur moi parce que justement, je suis censée être dans une démarche de tu te relâches, tu te distancies un peu de tout ça, du chrono, du machin. Et je suis quand même assez exigeante, mais je pense qu'on est tous assez exigeants avec nous-mêmes. Et du moment qu'on a pris le départ, qu'on a un dossard, on essaye quand même de bien faire. Mais oui, il faut se le dire. Tu vois ce que tu dis, ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec Florent Manoudou. Tu vois, derrière, c'est son allure de gros colosse. Il y a aussi beaucoup de douceur et une certaine sensibilité. Et on avait parlé un petit peu de ça, notamment tu vois, sur la sensation de glisse, où des fois, il y a des jours, il va faire des éducatifs. Et il sait que c'est des éducatifs qui sont faits pour l'empêcher de bien nager et d'avoir une bonne sensation. Et en fait, c'est ce qu'il déteste le plus parce que finalement, dans l'eau, lui, ce qui l'intéressait, c'était pas forcément de nager vite toujours, mais c'était de se sentir glisser, quoi. Et il disait, c'est tellement désagréable les jours où voilà, je sais que j'ai un exercice pour me faire nager mal et j'arrive pas à être dans l'instant présent parce que je me compare à quand je nage bien, tu vois. Et je trouve que c'était intéressant, tu vois, cette espèce de paradoxe de comment tu reviens dans l'instant présent et comment tu acceptes les conditions du présent. Et c'est un peu ce que tu
dit aussi, j'ai l'impression. Ouais, carrément. C'est exactement ça. Bien rester dans l'instant présent et réussir à le vivre pleinement, quoi. Ouais. Comment tu te sens quand tu es à Chamonix là, cette semaine, quand tu vois les autres courir, quand tu vois tout le monde et tout, ça te donne envie ça te ressource en énergie, au contraire, ça te pose un petit peu, ça te donne envie de courir, ça te donne envie de te reposer, ça te situe où énergétiquement parlant? Là, c'est propre à cette année. Vu que je sais que je cours pas, je suis venue vraiment en me disant profite d'être ici pour recharger les batteries et puis aussi profiter de l'événement différemment. Après, j'avoue qu'il y a beaucoup de monde à Chamonix et j'aime bien aussi les petits temps, nous avec Kiprun, du coup on loge un peu plus haut à Argentière et j'aime bien les petits temps entre nous, tout simplement. Là, c'était l'avant-course de Blandine et Loïc qui courent la CCC là tout de suite. Et du coup, c'était agréable d'avoir ces petits temps entre nous. J'aime bien, c'est aussi rigolo parce que c'est des moments d'avant-course. Mais pour une fois, je ne cours pas, donc je les vois. Je les vois être avant leur course. Et moi, je suis vachement à la fois détachée de ça. Et j'essaye d'apporter plus... de me dire... autant qu'on passe tous des bons moments ensemble, que ça détende, tu vois, qu'on soit détendu. Et là, vraiment, c'était le cas, donc c'était très chouette. Et puis, venir à Cham, profiter des stands, d'aller voir les collègues qui prennent, tout ça, c'est très chouette, ouais. Et ça fait du bien aussi de pas être la coéquipière de l'équipe de France ou de pas être la concurrente tu vois, ça fait du bien de pas d'avoir aucune casquette sur la tête. Ouais, carrément. D'ailleurs, j'ai bien aimé. Hier, j'ai suivi l'OCC et je suis allée encourager Judith, Sarah, Maude, qui sont d'habitude plus mes concurrentes. Et puis, je suis aussi allée encourager les copines, Candice Fertin qui courait, Noémie Vachon. Et c'était trop cool de voir les filles courir aussi parce que quand t'es en course, tu vois pas ce que les autres font. Et c'est super agréable aussi d'être sur le bord des sentiers et d'être là pour elles aussi. Tu vois, Candice, j'étais trop contente de pouvoir faire un tout petit bout avec elle et de l'encourager et de lui montrer que moralement, j'étais là physiquement et que... C'est important. Elle a été là pour moi au Marathon du Mont Blanc et j'avais vraiment à cœur d'être là pour elle à l'OCC. Moi, je sens dans tes yeux que c'est les moments qui te rechargent en tout cas et qui te font du bien, toi, d'être là pour les autres. Oui, carrément. Ça me fait... Je pense, s'il y a une chose qui me fait du bien particulièrement cette semaine, c'est ça. C'est de se dire... toi, tu es là pour les autres, tu vas pas faire de course, mais c'est vrai, c'est exactement ce que tu dis, ça permet de recharger. Ça m'inspire beaucoup ce que tu dis. Je ramène un tout petit peu à moi et ça n'a rien à voir, mais tu vois, on passe du temps avec Lucas et Maëlys que tu as rencontrés, qui s'occupent de toute la régie et de faire tous les contenus que tu vois sur Extraterrien. Donc vraiment, je leur suis tous les soirs, je leur dis merci d'être là, je suis tellement reconnaissant. Mais tout être dehors, ça m'épuise de voir les partenaires, de voir, tu vois, aussi la foule et tout. Ça me met à zéro en énergie. Avant-hier soir, je leur disais au dîner, j'en peux plus, je suis rincé. Vraiment, limite, je pensais que j'allais arrêter. Comment je vais tenir Ouais, comment je vais tenir une semaine. Et finalement, je suis trop content des moments qu'on peut passer ensemble, des moments un peu créatifs, des moments où on se parle, on se dit les choses, on apprend les uns des autres à se connaître. Et c'est ce qui me ressource le plus. Donc ça m'inspire aussi, tu vois, en tant qu'entrepreneur. Je trouve que tu l'as encore mieux formulé que j'aurais pu le faire moi. Donc merci de me faire prendre du recul. Mais je pense qu'on vit la même chose, vraiment, parce que moi, c'est pareil. Le bain de foule, quand il y a vraiment beaucoup de monde, la Cham, ça te prend de l'énergie, t'es stimulé à droite, à gauche. T'as pas le temps de te poser et c'est ça, c'est aussi un énorme ça fait des grosses différences dans la journée entre je vais à Cham, je vais dans le bain de foule et puis là je rentre à l'appart et là je suis juste avec mes coéquipiers de team et c'est calme et c'est aussi agréable ces petits changements. Tu t'apprends des choses, tu vois, en étant au contact. Je sais pas, est-ce que là, vu que tu prends vraiment le temps et que tu es vraiment plus à disposition, plus ouverte, plus à disposition des autres, est-ce qu'il y a des choses que tu apprends, que tu retiens, des petits conseils glanés, tu vois, ici et là tu vas repartir avec
des petits conseils un peu concrets de cette semaine? Oui, conseil, on m'a pas délivré de conseils comme ça, mais... On va pas conseiller non plus la championne du monde, tu vois. Non, mais on pourrait, on peut. Mais toi, qu'est-ce que tu retiens toi, en tout cas Déjà, j'apprends, comme je te disais, beaucoup en observant. En observant comment les autres, par exemple, préparent leurs courses, là, que ce soit Blandine et Loïc. Ça fait prendre de la hauteur et s'imaginer, moi, à leur place, comment je suis d'habitude et qu'est-ce que je pourrais mettre en place, améliorer, comment moi, j'aurais envie de me mettre dans ma bulle. Donc ça me fait apprendre. Parce que du coup, ça me fait prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Et de la même manière, hier, d'être allée voir Candice, ça me fait apprendre aussi parce que c'est pas facile aussi de trouver les mots pour les personnes, tu vois, au bord des sentiers. Et je me suis un peu dit, qu'est-ce que moi, j'aimerais qu'on me dise dans ces moments-là et puis, comment faire pour tenir jusqu'au bout. Forcément, tu vois quelqu'un qui est dans sa course, tu dis, moi, comment je serais à sa place et qu'est-ce que je peux trouver comme ressource en moi pour continuer d'avancer. Ça me fait vraiment... je pense que c'est un peu inconscient, mais se mettre dans cet état-là, à la place, et puis prendre le temps de formuler un petit peu qu'est-ce que je me dirais à ce moment-là dans ma tête. Ouais. C'est intéressant. Et je sais pas ce que tu en penses, mais sur le bord de la route, tu vois toujours les encouragements des gens qui font du sport et les gens qui n'en font pas. Tu vois, je sais pas où... les gens qui vont dire allez, c'est dans la tête, tu vois, tu te dis t'as pas dû souvent vivre oui, c'est vrai. Oui, on voit la différence entre pas la qualité des conseils, mais voilà, peut-être l'empathie, une certaine empathie. À se mettre à la place d'eux et se dire j'avoue que si on se limite assez dans la tête, ça. Toi, t'aimes bien qu'on te dise quoi sur les chemins. Justement, ça m'a fait réfléchir hier. Enfin, je le sais déjà parce que à chaque course, moi j'aime bien quand même qu'on me laisse pas le choix. Parce que je repense au marathon du Mont Blanc. Quand je suis dans le mal, si on vient me dire c'est pas grave, ma Clem, ça va. Si on est trop gentil avec moi, je vais prendre cette brèche là et je vais m'en nourrir pour moins avancer. Alors que si vraiment on me laisse pas le choix d'avancer. Je me souviens de Thierry Breuil, le manager de Kiprun au marathon du Mont Blanc, qui m'a pas laissé le choix à Valorcine. Je voulais pas arrêter du tout, mais voilà, ces mots, c'était il n'y a pas de doute, tu vas remonter, tu vas faire... et j'ai besoin qu'on me pousse. C'est pas les paroles les plus tendres, on va dire, mais je pense que j'ai besoin de ça, moi, parce qu'on est dans une situation où il faut qu'on se dépasse, il faut qu'on soit dans notre bulle, et j'ai besoin de ça, moi. Mais je te comprends un peu. Ce qui me parle, c'est d'ouvrir la brèche et tu vois après de la nourrir et ça. Tout et même si des fois ça dure pas longtemps, c'est la minute où tu as nourri un peu ses pensées, où tu as nourri la possibilité que ça se passe pas comme prévu, tu vois, c'est une petite minute un peu de pas forcément de perdu, tu vois, mais il peut se passer des choses... Carrément. Par exemple, au Templier, je me souviens très bien, le ravitaillement de la Salvage, donc c'était au 55e par là, kilomètre, et ça faisait déjà 3-4 bornes que j'étais en train de me dire... Je vais leur annoncer au ravito que j'ai envie d'arrêter parce que vraiment j'en pouvais plus, j'avais mal et je venais de me faire doubler, ça n'allait pas dans la tête. Donc je ressassais ça en me disant je vais leur dire que j'arrête. Et je suis arrivée au ravito et en fait juste ils m'ont pas laissé le choix mais non, tu n'envisages même pas d'arrêter, tu continues quoi. Et la brèche que j'avais ouverte depuis 3-4 km là en me disant je vais leur dire que j'arrête et peut-être que ça va tout s'arrêter à la Salvage, et c'est tout de suite refermé du coup. Et j'ai continué et je me suis moins posé de questions. Donc c'est ce genre de situation où j'ai besoin qu'on me botte un peu les fesses quoi. Ok, qu'on te laisse pas la porte ouverte et qu'on n'aille pas dans ton sens. Ok. Merci de partager ça. Et il y a des phrases que tu te répètes plus souvent en course justement dans ces moments un peu durs. On sait que c'est un peu une des difficultés du trail. On a forcément des hauts, des bas. C'est aussi sinueux que les montagnes. Toi, qu'est-ce que tu te dis dans les moments bas? Qu'est-ce que tu te dis dans les moments hauts
quelles sont un peu les phrases magiques ou pas qui peuvent revenir souvent? Bah déjà, en amont de la course, ça je l'avais un peu travaillé en prépa mentale. J'écris comment je veux que ma course se déroule. J'allais te parler d'écriture. Bah voilà, bah j'écris. J'écris beaucoup. Des fois, j'écris des pages et des pages de comment je découpe en sections et comment je veux que ma course se déroule. Et la consigne à l'époque de ma psy, c'était de mettre que du positif. Des mots positifs, rester dans le positif. Là, je suis bien. J'en profite pour m'alimenter aussi. Positif et factuel. J'en profite pour m'alimenter. Je respire bien. Je suis concentrée sur ma respiration, sur mes sensations. Je fais abstraction des autres. Bon, ça, je vais pas trop le mettre. Je vais écrire que du positif. Et ensuite, une phrase que j'aime bien me répéter du coup pour me recentrer, c'est je fais mon petit bonhomme de chemin. Quand je suis en course, je me recentre sur moi, mon petit bonhomme de chemin, et j'avance comme ça. Et j'aime bien aussi avoir cette vision un peu du petit trot. Je suis au petit trot, j'avance au petit trot, j'avance quoi. Parce que c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on est collé dans les montées, on n'avance pas ou on se met à marcher. Mais c'est pas grave. On fait notre petit bonhomme de chemin, on avance et on regarde pas derrière quoi. Ok. C'est marrant ces phrases, tu vois. Ouais. Non, mais des fois, on entend, c'est très ça peut être des fois très archétype, tu vois, et là, c'est plus enveloppant, c'est plus doux, il y a un petit côté presque risible, tu vois, mon petit bonhomme de chemin, donc c'est hyper intéressant. T'écris beaucoup. Déjà, il y a 1 an et demi, quand je t'avais rencontré, on avait discuté un petit peu écriture. Moi, qu'est-ce que j'ai écrit depuis? J'ai écrit des pages et des pages. C'est justement ce qui me manque ici, tu vois, c'est on bosse tellement, j'ai pas le temps d'avoir la petite demi-heure, 1 heure pour écrire un peu tous les jours. Comment t'écris aujourd'hui? Enfin, quelles sont un peu tes routines d'écriture? Ouais, j'ai beaucoup écrit cette année aussi. Routine, j'en ai pas vraiment. C'est des phases. Il y a des phases où c'est une pulsion, enfin c'est viscéral presque, j'ai besoin quoi, faut que je mette sur le papier. Donc c'est par phase, des fois je vais me réveiller et puis je vais devoir le faire quoi, et là par exemple... Tu le fais tout de suite après le réveil? Ouais, ça peut Ça va arriver. être technique, hein, je préviens pour les auditeurs, les auditrices. Là, il y a 5 minutes de passionné d'écriture. Non, mais en fait, c'est plus par pulsion même. Je me dis, là, de toute façon, si je le fais pas, ça va rester dans ma tête et il faut que je prenne mes pensées de la tête et que je les enlève et que je les pose quelque part. Donc, même des fois, je suis couchée et je me relève pour aller écrire parce que... Alors, je peux le faire sur le téléphone. Des fois, vraiment, si j'ai la flemme, je le fais sur le téléphone. Mais je préfère m'asseoir et voilà, prendre le papier et le stylo, et ça fait du bien. J'ai l'impression de me vider la tête déjà. Je mets tout sur le papier et puis derrière aussi ça laisse une trace, et dans les moments positifs ou négatifs, j'aime bien ressortir mes carnets. Ça, tu vois, je le fais des fois, je relis un peu ce que j'écrivais en 2023 ou ce que j'écrivais avant les courses. J'essayais de me convaincre que, je sais pas, j'avais écrit des trucs genre t'es forte, ton corps est fort, il te lâchera pas, choses comme ça, mais tu relis ça et ça te donne de l'énergie. Tu te dis, j'étais dans cet état d'esprit-là. Je peux retrouver cet état d'esprit, me faire confiance. Et au contraire, tiens, là, t'étais bien au fond. Et regarde, maintenant, t'as réussi à passer à autre chose. Donc oui, l'écriture, ça permet dans l'instant présent, c'est cathartique, hein, pour me vider la tête. Et en même temps, pour plus tard. Je me dis, tu le ressortiras et tu verras le chemin que t'as fait, que t'as parcouru. Tu fais un peu aussi des débriefs de course ou des... Après, tu fais ça? Complètement. Oui. Après chaque course, pareil, j'écris ce qui s'est passé, ce que je veux améliorer ou... Non, juste... Une fois de plus, des fois c'est très factuel, mais je sais que quand je le ressortirai, ce sera couché sur le papier et je pourrai le ressortir, et les infos dont j'ai besoin, je pourrais les retrouver, me dire tiens, t'avais agi comme ça. Aussi, j'essaye de bien débriefer. Alors ça, c'est compliqué. L'alimentation, ce que j'ai pu boire et manger, parce que tu passes la ligne d'arrivée, tu jettes tous tes gels et tu sais plus ce que tu as ingurgité. Et puis du coup, des fois, j'ai besoin, vu que c'est un petit peu aussi des points d'amélioration, j'ai besoin de savoir les grammes par heure là. Et donc j'essaye de noter. Ça, tu le fais après chaque entraînement par exemple? Entraînement non, mais après course? Ouais, après les courses. Et puis pendant l'entraînement, je m'alimente
du mieux que je peux. En entraînement, ça passe plutôt bien, mais en course, j'ai toujours un peu du mal à tenir ce que je veux en termes de grammage par heure, de glucides par heure. Donc j'essaye de progresser là-dessus et de quantifier. Ok. T'essayes de suivre un grammage précis? J'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça parce que la théorie dirait que allez, si j'arrivais à 60-70 grammes par heure, ce serait bien. Mais là, si j'arrive à un 40, je suis déjà contente. Donc, j'y vais step by step. Mais vaut mieux un petit 40 grammes par heure que un 70 de début de course et après un vomito et puis pas finir à jeun, quoi. Donc, non, je préfère être peut-être un peu basse, mais m'alimenter tout le long que de péter là-dessus, quoi. Écoute, merci beaucoup d'en parler. Alors, je ne sais pas si c'était relatif à tous les invités qui sont venus ici, mais tout le monde a un peu démonté ce mythe de toujours vouloir plus grimper et tout. Ludovic Pomeray me disait mais moi je pourrais jamais dépasser 60 grammes par heure. Déjà c'est très bien, je suis content. Xavier Thévenard il nous dit bon moi je prends pas de gel. Alors lui c'est un peu un ovni. Bon avant 100 km de toute façon je prends zéro gel, que des barres ou des trucs moins glucidiques quoi. Donc toi c'est aux alentours de 40 déjà si tu arrives à faire 40 ça. je suis déjà contente Si je tiens 40 grammes par heure sur 6 heures de course, je suis déjà contente. Le problème, c'est que la course à pied, c'est quand même très traumatisant donc, pour le corps et notamment pour les intestins. Et ça brasse, quoi. Il y a beaucoup de chocs, quoi. Et je pense qu'on est tous plus ou moins sensibles à ça. Et moi, je pense que je le suis quand même pas mal sensible à ça. Et je teste des trucs. Donc moi, je suis avec Morten. Ça marche très bien. C'est ce qui marche le mieux, on va dire, pour moi qui ai déjà des difficultés à m'alimenter. Et là, dernièrement, par exemple, j'essaye à l'entraînement et je pense que ça va être un peu ma stratégie aux mondiaux. On verra en fonction de la chaleur, mais de plus condenser toute mon alimentation dans la boisson. Parce que ça reste quand même plus simple de boire quelque chose, la boisson énergétique, que des fois de prendre des gels qui vont te faire plus des gros shots entre guillemets de glucides d'un coup, alors que la boisson ça va être plus lissé. Donc c'est un peu l'idée. Et puis ça va t'hydrater en même temps. T'as goûté leurs produits là, Bicarb? Bicarb. Ouais, j'ai testé. Après moi j'ai pas tout compris c'est plus je pense pour des efforts où moi non plus, je ne suis pas une experte là-dedans, mais où tu vas devoir... tu vas générer de l'acide lactique et du coup, ça va tamponner l'acide lactique, si j'ai bien compris. Donc, peut-être des efforts plus intenses. Je ne sais pas trop à quel point en trail, notamment 6 heures d'effort, c'est pertinent ou pas de prendre du bicarb. Ok. Écoute, merci de partager ça. Et tu t'alimentes comment quelques jours avant une course? Tu as des routines, des choses que tu supprimes, des choses que tu ajoutes, tu changes pas grand-chose? Honnêtement, je change pas grand-chose. Petit à petit, ça passe un peu quand même en cure de riz. Je mange beaucoup du riz et moins de légumes, de fruits, de choses comme ça. Même si, non, fruits, ça va, mais j'essaye un peu de diminuer les fibres, quoi, globalement. Ou alors des légumes cuits, plus cuits que crus. Mais voilà, moi, plutôt du riz et... Après, je reste sur quelque chose d'assez classique. Simple. Ouais, simple. Je vais pas tout changer. Je vais pas me mettre à manger 2 fois plus ou 2 fois moins. Je vais essayer de rester justement dans quelque chose. Je pense qu'il faut pas trop perturber les habitudes pour aussi pas trop sentir l'effet. Il y a un truc qui arrive. Tu le sens déjà bien assez dans la tête. Attends, je reviens 2 minutes sur l'écriture. Ouais, vas-y. T'as une marque de carnet préférée ou pas? Moleskine. J'aime bien les Moleskine avec les petits points. Qui font les lignes. Souple ou dur, du coup? Souple. Et le mien, il était marron, un peu pas cuir, mais un peu épais, la 4e de couverture. Ouais, je vois. Et du coup, plutôt petits points. Ouais, j'aimais bien les petits points de Moleskine. Plus que les lignes. Attends. Non, je dis des bêtises. Moi, c'est lignes. C'est lignes. Et mes lignes, assez épurées. C'est que des... Voilà. Okay. Oui, j'adore Moleskine, c'est mon petit. Bon, moi je suis team le Schtroumpf. Ils ont un nom très difficile à prononcer. M'en voudront pas, voilà. Mais c'est exactement les mêmes. Franchement, j'en avais 2 dans les mains. Je disais, mais impossible de faire la différence entre les 2 marques. Et j'ai lu un livre, je voulais t'en parler. J'ai lu un livre qui pourrait te plaire, qui s'appelle The Artist Way.
Alors, il n'existe pas en français, mais qui est écrit par une femme qui s'appelle Julia Cameron, et qui, en fait, était la coach créativité de plein d'acteurs, de scénaristes, de réalisateurs, de réalisatrices, d'auteurs, d'auteuristes, tu vois, d'autrices. Et en fait, qui te fait un espèce de programme sur 45 jours, je crois, de mémoire. Et tous les jours, elle te fait écrire sur des sujets particuliers. Des fois, c'est des sujets très positifs, des fois, c'est des sujets moins positifs. Ou en tout cas, ça te fait vraiment penser. Et c'est vraiment un programme pour repenser ta créativité. Et après, c'est assez marrant parce elle s'est fait vachement connaître par un truc qu'elle a appelé les Morning Pages. Alors maintenant, c'est super repris. Après, c'est un bouquin qui date des années 90, tu vois. Et en fait, elle te dit, tous les matins, dès que tu te lèves, tu te poses pas de questions, tu dois écrire 3 pages, quoi qu'il arrive. Ah oui. Si c'est du positif, du négatif, c'est pas grave. Si c'est du négatif, c'est un démon qui s'en va. Si c'est du positif, c'est tu construis ta fierté, tu construis ta gratitude et tu te ressources. Et ce bouquin m'a fait trop du bien à essayer de le faire. Donc si jamais tu as envie de te mettre dans un petit challenge de créativité et d'écriture, il est super bien. Ok. Voilà. Julia Cameron, des artistes, oui. Tu parles un peu anglais? Little bit. Il est vraiment simple. Ah, il est en anglais. Ouais, ok. Oui, mais c'est bien, ça me fera travailler. Mais bon, si jamais ça t'intéresse. Il y a d'autres choses que tu as écrites dans tes carnets. On a vu les comptes rendus de course un peu. Tu as dit tu surveillais un peu l'alimentation, des phrases un peu positives. Il y a d'autres choses que tu écris? Ah, ben je raconte ma vie. C'est mon journal intime. Oui, non, vraiment, j'écris ma vie. Enfin, souvent, si j'ai besoin d'écrire, c'est que quand même, il se passe des trucs. C'est vrai que ça va plus être par phase, moi. Donc oui, si, j'écris ce qui se passe et ce que je ressens. Mes pensées négatives, j'essaye de m'interroger, je pose des questions. J'aime bien poser des questions aussi. Oui, si, même si ça va dans ma vie, j'aime bien des fois, si j'ai une question, je la pose. Puis j'essaye d'y répondre ou je la laisse en suspens, mais voilà, au moins elle est posée. Voilà. Est-ce que tu fais des auto-affirmations, tu sais, ou des... Ça me fait penser... Tu vois qui est Coco Gauff? C'est la joueuse de tennis américaine qui a gagné Roland-Garros. Et juste après avoir gagné Roland-Garros cette année, elle a publié en story sur Instagram un petit papier qu'elle avait laissé dans son sac, tu vois, dans ses affaires. Et il y avait marqué I will win the French Open. Et il y avait genre marqué, mais je sais pas, 20 fois sur sa petite feuille, I will win the French Open, I will win the French Open. Et ça avait fait moi, ça m'a fait réagir, quoi, de me dire... même une championne de son niveau, en fait, elle a besoin de s'auto-persuader parce qu'il y a des choses qui sont pas assez concrètes pour elle ou qui lui semblent difficiles. Et elle, c'était par le pouvoir de la répétition. Mais est-ce que tu fais un peu ce genre de phrases, un peu de répétition pour te convaincre de choses qui sont pas encore très concrètes pour toi? Oui, ça, je suis capable de le faire. Je vais pas répéter 10 fois la même phrase, mais je vais je vais m'écrire des pensées positives pour moi en me disant t'as ces qualités-là et voilà, regarde, elles sont là, elles sont concrètes et je les pose comme ça. Oui, si, ça, je suis capable de le faire. Je le fais. Comment tu gères Qu'est-ce que tu écris d'ailleurs, ou comment tu gères un peu l'aspect mental quand tu vas être blessé, diminué, ou que tu es en récupération de course? Tu as mentionné tout à l'heure que l'année dernière, l'OCC avait été particulièrement dur et qu'il y avait 3 semaines et tu vois peut-être des concurrentes ou d'autres athlètes qui redémarrent 2 jours après. Hier, à ta place, il y avait Maxime Sorel. Alors lui, c'est quand même sacré zinzin. Avec tout le respect que je te dois, Max, si tu nous entends. Il est skipper. Donc il a fait le Vendée Globe, il a fait l'Everest en alpinisme et il fait l'UTMB cet après-midi. Wow, ok. Et il me dit, donc lui il espère terminer dans la nuit de samedi à dimanche, quoi. Il me dit voilà, entre 30-35 heures ça serait cool. Donc quand même à un niveau très, très correct, on va dire. Et il me dit mardi je serai sur le bateau en mer, je dois faire une journée complète en mer. Je fais mais t'es sûr? Comment? T'es sûr? Bref, comment... Donc moi, c'est dur, quoi. Je me dis, mais quel extraterrestre, là. Toi, comment tu fais pour
Et qu'est-ce que tu écris? Comment tu te ressources dans les moments où c'est plus dur, dans les moments où tu sens que le corps, l'esprit ont besoin de se reconstruire? Là, cette année, par exemple, j'ai été blessée, j'ai eu un œdème osseux au tibia droit. Et c'est vrai que tout s'est un peu effondré parce que je ne m'attendais pas à avoir ce diagnostic-là. Juste avant d'aller faire mon IRM, mon kiné me disait va faire ton IRM, mais je suis persuadée que c'est qu'une périostite. Et donc, quand j'ai eu le diagnostic réel, ça m'a mis un coup. Dans un premier temps, oui, j'ai écrit mes pensées, donc c'était globalement assez négatif. Mais par contre, pour rebondir, parce que du coup, j'avais plus le droit de faire course à pied, mais non plus du vélo. Genre, je pouvais plus vraiment faire de sport, en fait. Et j'étais assez isolée. J'étais à Die, donc dans un petit village dans la Drôme. Et un de mes challenges que je te partage, parce que c'était quand même sympa de faire ça, j'aime pas l'eau froide de base. Et je me suis dit, je vais aller me challenger autrement. Il faut que je me sente vivante, en fait, pour me sentir vivante. Et je suis allée rejoindre un groupe qui s'appelle Plouf, qui travaille avec la méthode Wim Hof. Donc, on est allé dans la Drôme, la rivière, l'hiver, quoi. C'était au mois de février-mars. Donc, elle était, je crois, à 2 degrés. Et puis, on est allé dans l'eau. Alors, tu restes pas longtemps, mais voilà, c'est un challenge. Et de se plonger jusqu'à toutes les épaules dans l'eau, c'était une sacrée expérience. Et derrière, c'est même devenu assez addictif. J'y suis retournée même du coup après j'étais trop contente d'avoir cette petite routine aujourd'hui je vais aller dans l'eau et puis je me suis dit que je continuerais à le faire même sans être blessée. Mais je t'ai pas vu à Annecy aller dans le lac, tu l'as fait? Alors effectivement à Annecy j'y suis pas allée finalement, mais pareil j'avais trop envie, j'étais trop dans cette période et oui, toi t'y es allée, oui toi t'y vas beaucoup. Tous les jours, j'adore ça. Ouais. C'est un des gros trucs, je me lève, tu vois, je suis trop un des trucs que j'ai envie de noter dans mon carnet de pourquoi je suis content d'être à Chamonix, c'est que même en plein été, il y a des douches froides. Ah ouais. C'est un peu... Tu peux aller dans l'Arve, il me semble que c'est l'Arve, la rivière qui coule là, et en plus avec tout ce qui est tombé comme eau, t'auras bien froid. Je pense qu'elle doit être pas mal, mais écoute, pourquoi pas après notre petit run ce soir ou demain matin, mais même déjà dans la douche, ça me fait du bien de retrouver quelque chose de vraiment... Saisissant quoi. Saisissant, ouais. Ok. Et ça t'a fait du bien du coup. Ah ouais. C'est un nouveau challenge en fait. Ouais, et derrière, c'est au final comme le sport, tu deviens un peu dépendant. Enfin, c'est comme, je sais pas, c'était une addiction un peu. J'avais vraiment besoin de ce moment de la journée. Comme on peut avoir besoin d'écrire, là j'avais besoin de réserver. Et vraiment, je me disais, mais là, si aujourd'hui je vais pas dans la Drôme, je vais me sentir mal. C'était mon moment à moi. Ok. Ouais. Et tu as refait un peu de respiration, de méditation aussi. Souvent, le froid, pour les gens qui connaissent peu le sujet, mais on associe souvent, en tout cas dans la méthode Wim Hof, on associe souvent le froid avec une partie d'exercices de respiration, qui sont souvent des exercices, pas d'hyperventilation, mais en tout cas de respiration détendue avec des moments d'apnée aussi. Ouais. Et ce qui... Je saurais pas expliquer avec les termes scientifiques, mais ça inhibe un peu notre rapport au froid et ça nous rend beaucoup plus résistants au froid. Donc on fait des exercices de respiration juste avant d'aller dans le froid. On rentre pas dans des bains glacés sans préparation comme ça, sinon c'est vraiment très douloureux. Ouais. Est-ce que toi, t'en as fait un petit peu et c'est quelque chose que tu as gardé aussi? Alors, je vais pas être la meilleure élève là-dessus parce que du coup, j'ai fait le premier cours avec le groupe là. Donc, effectivement, on a fait la respiration. Je trouvais aussi que ça ressemblait un peu à de l'hyperventilation et puis après, tu retiens. Et puis c'était intéressant et j'ai bien aimé l'expérience. Mais après, au fur et à mesure, en fait, quand j'y retournais... je prenais moins ce temps-là quand même et même le monsieur nous avait fait aussi faire quand tu sors de l'eau faut tout de suite réactiver ton corps, donc il y avait aussi plein d'exercices à faire. Je le faisais mais pas forcément de manière très assidue, voilà. Donc là-dessus j'ai pas adopté la vraie méthode Wim Hof, c'était la méthode Clem quoi. T'as fait la sportive, on y va direct. Ouais, un peu, mais après, je pense que aussi je me conditionnais avant d'y aller mentalement, tu vois, à rentrer dans l'eau. En vrai, j'ai progressé là-dessus parce que j'avais beaucoup moins de difficultés après à rentrer dans l'eau et à y rester. Alors, de toute façon, le monsieur nous disait, faut pas rester. Si tu claques des
tes dents, c'est déjà un peu tard, quoi. Tu vois, Ouais. tu restes 5 minutes, c'est déjà bien, quoi. Mmh. Et c'est là où aussi t'es plus tolérant avec toi-même. Tu dis, bah ouais, je suis resté 5 minutes. Je veux pas gagner le record du monde de rester le plus longtemps. Je sais le temps que je vais mettre après à me réchauffer et ça va être long. Donc, c'est aussi ça. J'aimais bien aussi me dire, bah, t'as pas de pression, t'as rien à prouver. Juste, tu vas dans l'eau, tu ressors quand tu en ressens le besoin et tu t'écoutes, quoi. Ouais, ouais. Bah, une fois, j'ai fait le débile à un stage de froid avec un garçon avec qui je m'étais bien entendu et on s'était dit, bon, vas-y, on a l'air d'aimer ça, viens, on essaye de pousser les limites. Et tu vois, on a passé plus de 10 minutes dans une eau à 3 degrés. Moi, j'ai eu des convulsions et les dents qui claquaient pendant plus de 3 heures, quoi. Ah ouais, Donc, juste que, tu vois, déjà, bon, 1 minute, c'est très dur. Après, la deuxième minute, elle est beaucoup plus simple. Ouais. 3-4 minutes, ton corps, il s'est acclimaté. Ouais. Après 3-4 minutes, tu commences à ressentir le froid et la fatigue. Ouais. Et tu viens taper dans les réserves et là, ça commence à faire mal, quoi. Faut pas trop, je pense, faut pas trop jouer au-delà parce que derrière, le froid, il te saisit. Et ce que me disait, c'est que ça reste toute la journée, en fait, le froid. Donc, vaut mieux quand même pas trop jouer avec ça, je pense. Ça peut être traumatisant pour le corps aussi. Ouais. Quand on s'est vu, tu faisais beaucoup de vélo. Et je sais que tu avais le marathon du Mont Blanc pas trop longtemps après. Et comment tu t'es organisée à ce moment-là? Parce que je trouve que tu as fait preuve de beaucoup d'adaptation. Tu restais positive aussi. Tu me disais un peu hors antenne que le plan, c'était de se convaincre du plan que même s'il marchait pas, il allait marcher. Enfin, même si c'était pas ce qui était prévu, il allait marcher quoi qu'il arrive. Ouais. Je te voyais faire 2-3 heures de vélo par jour. Comment t'as jonglé et comment t'as réussi à maintenir ton niveau de forme? Ouais, bah c'est ça, c'est ce dont on discutait, de la capacité d'un athlète, d'une personne à être adaptable. Et au final, toutes les expériences qu'on a, bonnes ou mauvaises, ça va nous permettre d'être plus adaptable derrière. Moi, la blessure, c'est sûr que si je me morfondais, j'allais pas avancer. Donc, quand j'ai pu reprendre le vélo, je l'ai repris à fond. Je me suis aussi convaincue, alors ça c'est réel, hein, que le fait de faire du volume, dans tous les cas, ça va te permettre de conserver une bonne forme générale. Et musculairement, c'est intéressant de faire de la montée en vélo, tu vois. J'ai pas trop perdu au niveau musculaire, j'ai pu développer aussi d'autres qualités. Donc c'est tellement large le panel de la performance qu'il y a toujours quelque chose à travailler. Tu vois, même quand je pouvais même pas faire de vélo, le Wim Hof, là, je pense que ça m'a fait du bien. Donc, c'est ces pensées-là que j'essaye de mettre en place. Et puis, au fur et à mesure, et avec l'expérience que j'emmagasine, de voir qu'une fois de plus, il n'y a pas qu'une seule recette qui peut réussir, enfin, mener à ta performance. Et oui, donc dans ces moments-là, là, j'ai fait pas mal de vélo. Et la deuxième partie de ta question, je m'en souvenais. Non, aussi comment tu arrives à te convaincre, tu vois, que ça va le faire et comment tu arrives à jongler un petit peu avec ça, tu vois, pour rester positif, tu vois. Je trouve que c'est vraiment pas facile, tu vois, dans ces moments-là de rester dans un bon état d'esprit. J'aime bien, moi, avoir un... C'est pour ça que j'ai besoin d'être fixée. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir le diagnostic, de dire, OK, t'en es là, t'as ça, et voici ce qu'on va mettre en place, un plan d'action, tu vois. Un plan d'action, on va mettre en place pour que tu sois de nouveau bien à ce moment-là. Et ça m'a beaucoup aidé. Par exemple, je savais que mon plan d'action, là, c'était... Au début, je faisais du vélo. Après, j'ai eu la chance de pouvoir faire un protocole de reprise de la course à pied sur tapis haltérogé. Donc, j'étais au centre de rééducation dans l'Ain, à Hauteville. Et ça, c'est hyper motivant aussi, tu vois. C'est des petits pas. Mais chaque petit pas comme ça te fait aussi croire en le processus, reprendre quelques sensations. Et dans tous les cas, ce que je me dis, c'est que c'est un état de fait. Tu t'es blessé, tu peux pas. Donc, je préfère adopter un état d'esprit positif. Et je sais aussi que le mental peut jouer sur ma récupération. Donc, autant garder... la vie est belle. Enfin, je veux dire... c'est qu'une blessure de trailleuse. Enfin, je veux dire, il y a pire quand même dans la vie. Donc, relativiser sur ce qui nous arrive. C'est marrant, je sais pas pour toi, hein, mais un des trucs que je vis des fois, c'est je suis plus admiratif de ma force mentale dans les moments un peu durs de blessure ou au fond du trou où je me dis bon,
voilà, c'est un état de fait. Je suis blessé ou je suis dans une situation très épineuse. Donc, la meilleure chose que je peux faire, c'est avoir une pensée positive plutôt que dans les moments où je sais pas, je m'entraîne super bien, je suis au bout de mon effort et je surperforme par rapport à ce que j'avais prévu. Et je me dis, oh, je suis pas bien, j'en fais trop, je vais trop vite, tu vois. C'est assez bizarre, je trouve, cette sensation. Tu vois, moi, je me trouve bien meilleur au fond du trou, entre guillemets, que dans les situations où, au contraire, tout va bien. Oui, je rejoins complètement ce que tu dis là. Là, si je fais un peu un comparatif 2024-2025, 2024, j'étais beaucoup plus posée, on va dire, dans une routine. Alors oui, j'ai eu des petits pépins, mais la routine était là et pour moi, c'était ce qui allait fonctionner, on va dire, dans le sport. Et en fait, je trouvais ça beaucoup... J'étais pas épanouie. Il se passait pas cette chose dans ma vie, mais en même temps, je n'étais pas poussée dans mes retranchements, donc je restais dans cette routine. Mais c'était moins stimulant que là 2025 où j'ai été quand même beaucoup plus poussée dans mes retranchements à devoir aller, on va dire, retrouver des lieux de sociabilité, des choses comme ça, m'ouvrir plus aux autres. Et je sens que je me suis sentie beaucoup plus vivante à devoir faire ça parce que j'en ai été obligée si j'étais pas, de par ce que j'ai vécu, obligée d'aller plus vers les autres. Et en même temps, en fait, c'était 100 fois mieux parce que j'ai vécu plus de choses, partagé plus de choses et je me suis sentie plus vivante. Et ouais, c'est un peu pareil dans le sport. Quand tu es en difficulté, au final, tu apprends beaucoup plus. Mais on le dit, hein, quand on gagne, soit je gagne, soit j'apprends. Et on apprend plus dans les moments difficiles, je pense. Ouais, sûrement. Tu dirais aussi que tu t'es plus recentré sur toi oui, oui, complètement. Je suis plus à l'écoute mais forcé, hein, mais du coup c'est bien. À l'écoute de qu'est-ce que j'ai envie de faire, saisir les opportunités, me bouger pour aussi faire des sorties sympas en montagne, tout ça. Ouais, plus à l'écoute de mes envies. Je voulais te parler d'un petit sujet pas forcément facile et j'ai l'impression que dans le monde du trail ou même parmi les athlètes de haut niveau, c'est un sujet pas évident. Tu vois, c'est un peu la pression du résultat et la pression de la blessure. J'en avais parlé une première fois avec Blandine parce qu'elle me disait qu'elle était hyper contente, en fait, elle, d'être encore... alors, la conversation date un peu parce que maintenant, je crois que sa situation a changé, mais elle était hyper contente d'avoir encore son job. Parce que, déjà d'une, ça la faisait couper du sport. Ça la remettait dans une réalité où... alors, pour les gens qui ne savent pas, Blandine, on parle de Blandine Lurandel qui était gynécologue. Elle est passée pro, il me semble. Cette année, voilà, elle ne travaille pas, il me semble. Elle ne travaille plus. Donc, on s'était vu il y a 2 ans maintenant. Non, ou 1 an. Je ne sais plus. Mais Alice va me gronder. Je m'en mêle dans les dates. Mais elle était encore gynécologue. Et elle me disait, voilà, moi, ça me remet sur terre de gérer des accouchements, de voir des femmes, d'être sur des problématiques concrètes, aussi de femmes qui n'ont rien à voir avec le sport. Et c'est elle qui m'avait un peu ouvert les yeux sur la pression un petit peu qu'il existait de pas avoir de résultats, de sous-performer. Et je trouve que c'est un sujet dont on parle assez peu, tu vois, de la santé mentale des athlètes sur cette obligation de résultat, cette obligation d'être là. Je trouve que les réseaux sociaux, en plus, en rajoutent une couche parce que tu vois des athlètes qui performent moins, mais qui sont plus visibles. Tu vois, tout se sait, en fait, un petit peu maintenant, qui gagne quoi, combien, qui travaille avec qui, les copains de qui, les copines de un tel et tout. Toi, c'est quelque chose qui t'affecte, un peu la pression du résultat, ou est-ce que tu vois, ça peut t'arriver de te dire sur une course, tiens, il faut que je termine parce que sinon mon sponsor va être déçu. Au contraire, tiens, non, je vais abandonner parce que là, je vais pas faire de podium et je sais que dans 1 mois et demi, il y a une autre course. Si j'abandonne maintenant la moitié de la course, peut-être que je pourrais être dans un pic de forme dans 1 mois, tu vois. Et c'est des
des choses qui se disent tout bas, rarement à des micros, et je sais qu'on aime bien cafeter des fois quelques tabous ensemble. Donc, désolé, mon introduction était un peu longue, mais je voulais te donner un peu tout le contexte et le prendre avec aussi des pincettes, des bienveillances, parce que je suis pas le premier concerné, même si indirectement, moi je travaille avec des sponsors et j'ai la performance des audiences sur Extraterrien aussi, qui est très importante. Donc j'en suis intéressé. Toi, comment est-ce que tu gères un peu cette espèce de pression des résultats, cette pression de potentiellement des projections que tu pourrais te faire vis-à-vis des partenaires, du public et de tout l'écosystème? Ouais, et ben, je dirais que je suis en train de l'apprivoiser et que ça va mieux. Suite au championnat du monde, donc en 2023, là, j'ai vraiment connu ça, à me dire, c'était ma pensée du moment, hein, à l'époque. Je me disais, mais là, maintenant, chaque course que je vais faire, je vais être attendue. Ok, tu as fait une bonne perf, mais qui te dit que tu vas réussir à concrétiser de nouveau, réitérer ça. Et alors, je suis plus apaisée parce que y a eu les Europes que j'ai aussi remportées derrière. Donc là, je me dis, ok, tu as concrétisé deux belles performances. Tu as confirmé ton statut, c'est ça qu'on dit, voilà. Derrière, il y a eu l'OCC. Enfin, je commence à me dire, j'ai rien à prouver. Enfin, j'ai plus rien à prouver à personne. J'ai déjà fait des belles choses, mais ça n'empêche pas que j'ai toujours envie de faire des belles choses. Et là, tu vois, le marathon du Mont Blanc, je suis arrivée, franchement, j'ai vu... en plus, le fait qu'il y ait de plus en plus de densité, de plus en plus d'élite, ça fait aussi retomber un peu... alors, pas les exigences, mais franchement, là, ma 6e place au marathon du Mont Blanc, je suis trop contente parce que j'ai joué avec les armes du jour. Je suis pas si loin que ça. Bon, je me prends 15 minutes par Joyline quand même, mais voilà, je veux dire, je suis dans le game, on va dire. Je suis dans la densité. Voilà, je suis bien accrochée au top 10. Maintenant, faut que je trouve... ce qui me reste à trouver, c'est les petits suppléments d'âme, les surpassements que j'ai pu réussir les ressources. Justement, il faut que je remette ma jauge au max là et que je trouve les ressources le jour J. Mais j'arrive du coup à me détacher un peu plus de, tu vois, par exemple, les pensées, comme tu disais, par exemple, abandonner parce qu'il y a l'autre course qui arrive. Non, ça, non, jamais. De toute façon, je suis plus du genre à déjà pas faire trop de courses. Et si j'en viens à cette pensée-là, faut que je me pose des questions parce que non, si je prends le départ, c'est vraiment pour franchir la ligne. Vis-à-vis de Kiprun, on a cette chance aussi de pas... Enfin, honnêtement, ils sont bienveillants et je ressens pas spécialement de pression vis-à-vis de ça. Donc non, ça, je m'en détache du moins. Non, j'ai l'impression que je commence à trouver un peu l'équilibre et surtout, au fond, qu'est-ce qui m'anime dans ce que je fais, et c'est peut-être là aussi où ma pratique elle est assez saine, c'est que j'aime m'entraîner, j'aime ce quotidien aussi d'entraînement, mais tout en restant simple, naturel ce que j'aime au fond, c'est la montagne, c'est aller faire des belles sorties en montagne. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime, l'environnement dans lequel j'évolue. Et s'il y avait plus de compète, je continuerais de faire ça, cette pratique-là. Donc, ça me permet de savoir vraiment pourquoi je fais ça. Donc déjà pour mon bien-être. Au quotidien, j'ai envie d'être, comme tu dis, dans un état d'esprit positif, de délirer, d'être légère, tu vois. Garder cette légèreté un petit peu au quotidien. Pas trop m'enfermer dans des datas, des choses comme ça. Et puis, alors je dis pas, je travaille fort, je fais tout ce que je peux pour bien performer, mais voilà, en adoptant cet état d'esprit. Et donc, pour arriver au jour de la course la plus sereine possible et confiante en mes capacités. Je sais que la gagne, ça va être très difficile, ça va être... voilà. Mais... voilà. Là aussi, tu te recentres un peu sur toi. Ouais, voilà. Je pense que c'est ça aussi la clé, c'est de se recentrer sur soi. C'est sûr que quand il y a toujours la présentation des élites et tout, la veille des courses, c'est toujours très impressionnant et très... tu tombes facilement dans la comparaison. Mais ça, j'essaye de m'en détacher aussi. Ouais. Mais c'est pas évident, je trouve, avec les cotes. Tu vois, maintenant, on essaye de mettre des temps un peu partout, avec Strava. Tu vois, il y a énormément de choses qui sont publiques. Même nous, les médias, on contribue aussi un petit peu à ça. Aussi, tu vois. Et encore une fois, moi, j'en suis désolé. Je suis conscient, tu vois, de un petit peu gelant de ce jeu-là, tu vois. Je demande quasiment à tous les invités pour rigoler, je leur demande leur VO2 max, tu vois. Et
et c'est pas sain en fait. Tu vois, je m'en suis rendu compte que c'était pas nécessairement sain que tout ça. D'un côté, je trouve que c'est très positif de partager beaucoup de choses. Je trouve que déjà individuellement, il y a un côté thérapeutique qui est intéressant pour les athlètes de le faire. Et je pense aussi qu'il y a aussi un côté vertueux à donner de la valeur au monde et que les gens puissent te le rendre et s'en nourrir, tu vois. Mais ouais, il y a un petit côté aussi entre soi qui peut être difficile à appréhender. On n'est pas obligé de citer de nom, mais tu vois, là, je te posais la question pour toi. Là, toi qui ne cours pas, qui prends un peu du recul, qu'observe aussi, est-ce que c'est des observations que tu as aussi, toi qui es à l'intérieur, et de voir que ça peut affecter certaines personnes par moment, ou dans certains coups durs, certaines copines ou certaines concurrentes, athlètes, se sentent influencées, tu vois, est-ce qu'il y a un peu aussi de solidarité? J'ai l'impression, j'aime pas genrer les choses, tu me connais, mais chez les mecs, ça en parle pas, tu vois, mais que c'est encore plus fort. Et peut-être que chez les filles, vous arrivez à vous en parler, à vous en donner des petits tips et être un peu plus solidaire, tu vois. Oui, complètement. Bah, moi, j'échange vraiment avec les copines là-dessus. Tu vois, là, on était à Canfranc pour repérer les championnats du monde. Donc, on était... y avait, moi, dans le trail-court, on était 4, du coup. Il manquait juste Émilie et Cécile. Et on a bien échangé avec les filles sur nos manières de vivre la compétition, de nous entraîner. C'est drôle parce que tu vois, dans les recos, par exemple, on a chacune un peu un rythme, et puis en fait, on se rend compte qu'on va toujours un peu trop vite, par exemple, à l'entraînement. Moi, je m'en suis rendu compte, là, par exemple, que mes sorties longues, j'ai tendance à les faire trop vite. Et d'ailleurs, récemment, j'avais remis le cardio en me disant, ah oui, mais là, t'es pas endurance fondamentale, t'es tempo là. Et en fait, on se disait, si on veut être vraiment endurance fondamentale, là, dans cette côte, il faut qu'on fasse de la rando et il faut qu'on l'accepte. Et on n'est pas toujours obligé d'être à fond, de montrer qui est la meilleure, la plus en forme. Donc, on en parle beaucoup de notre pression la pression qu'on peut ressentir vis-à-vis des marques ou des sponsors, tout ça. Et c'est... Ouais, moi, je suis vachement dans le partage, et je trouve que de toute façon, c'est en partageant, en se rendant compte de comment les autres vivent aussi leur point de vue, qu'on apprend et qu'on relativise et qu'on peut s'adapter pour nous, quoi. Ok. Écoute, merci de partager ça, tu vois, c'est un sentiment que j'ai. J'essaye de creuser ce sujet-là des fois avec certains athlètes garçons, et tu sens que ça se ferme un peu, ou tu vois, il y a un côté très public, on met l'armure, on met le masque, mais dès qu'on coupe les micros, des fois on sent à certaines réflexions que il y a quelque chose sous l'armure, quoi. Mais bon, voilà, c'est un sujet que ça affecte, tu vois, et je trouve que c'est important d'en parler, notamment aussi de l'influence des réseaux sociaux qui, je pense, sont très très préjudiciables à la santé mentale déjà de tout un chacun, et encore plus aux jeunes athlètes, je pense qu'ils sont très jeunes, et c'est important d'avoir la parole d'athlètes au top niveau, plus expérimentés, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui sont encore plus utilisateurs des réseaux sociaux, qui sont encore plus dans ces syndromes de comparaison qui sont vraiment, vraiment dramatiques, quoi. Ouais. Tiens, j'ai vu une étude qui corrèle le niveau d'utilisation des réseaux sociaux chez les ados de 15 ans, entre 15 et 18, avec le niveau de suicide. Et tu vois, il y a une corrélation qui est directe. Tu vois, c'est genre la courbe, tu vois, si c'est 1 heure d'utilisation, 2 heures d'utilisation, 3 heures d'utilisation, et que là, tu as le taux de troubles psychologiques, en fait, et de perte de confiance en soi. Mais c'est une courbe croissante, voire presque exponentielle, quoi. Donc c'est assez flippant, je trouve. Et je trouve que dans le sport, ça se retrouve par la comparaison via le résultat. Après, les réseaux sociaux, ça transmet beaucoup d'autres choses, mais que ce soit le corps, la beauté, les notes à l'école, j'en sais rien. Les copains, la popularité, mais le sport, il joue aussi. Donc merci d'en parler. Qu'est-ce que tu as appris sur toi ces derniers mois? Est-ce que tu as eu
dans ton carnet, tiens, les apprentissages depuis effectivement peut-être ta petite blessure. Est-ce qu'il y a eu des... Là, tu nous as partagé beaucoup de choses, mais tiens, est-ce que tu as appris autre chose qui t'ont fait grandir, qui t'ont fait évoluer? Qu'est-ce que j'ai appris que... que j'étais assez forte dans cette capacité justement à me renouveler, on va dire, une fois de plus, à m'adapter à des changements un peu de lieu de vie. J'ai aussi appris que j'ai besoin d'être entourée et d'être proactive là-dedans, tu vois, de vraiment pas me laisser guider par les autres, aussi de reprendre un peu le lead sur tout ça, choisir et aller vers les autres et bien m'entourer. Je me suis beaucoup entraînée seule cette année et là, tu vois, je suis à Font-Romeu cet été et ça fait vraiment du bien en fait d'être... Alors, Font-Romeu, il y a vraiment beaucoup de monde l'été, il y a plein d'athlètes dans tous les sens, mais j'ai vraiment aimé partager, rencontrer des gens, des sportifs, des athlètes et partager un peu des sorties avec eux et tout, et j'en partage de plus en plus au quotidien et ça me fait du bien. Donc ouais, j'ai appris que j'aimais être bien entourée. Tu choisis de construire tes relations. Voilà. Et oui, si, une grosse chose, ce qui pourrait être le fil conducteur de mon année 2025 pour l'instant, est très important pour moi, c'est de nourrir mes amitiés. Ça revient sur les nourrir, les entretenir en fait. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur en ce moment. Même en dehors du sport? Oui. Bon, après, il se trouve que nous, ça nous prend tellement de temps et puis c'est tellement... En fait, je me rends compte que c'est super plus intuitif et simple d'aller nourrir des amitiés avec des gens qui partagent la même passion que moi. C'est tellement simple d'aller en montagne et tout de suite de vivre des choses extraordinaires, géniales. C'est ça qui crée du lien aussi très facilement. Voilà. Ouais, bien sûr. Puis après, tu peux aimer la montagne sans aimer la compétition. Oui. Voilà. Ou tu vois, être un peu loin, un peu plus de l'écosystème du sport de haut niveau. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Je sais pas si toi, tu as encore beaucoup d'amitié en dehors vraiment du sport. Moi, j'ai eu toute une partie de ma vie où j'ai fait beaucoup la fête. J'ai eu, moi, des années un petit peu... Avec le recul, je les trouve un petit peu sombres parce que je me trouvais pas bien dans ma peau. Mais je les ai quand même partagées avec des gens. Ouais. Tu vois, et ces personnes-là, elles se sentent très vexées. Bon, déjà que j'ai changé un peu, que j'ai choisi en fait de m'éloigner, non pas d'elles, mais de l'écosystème. Et comme elles y sont encore, je me suis un peu éloigné d'elles par défaut. Et c'est aussi dans mon langage, comme je dis que c'est des années sombres, les personnes le prennent très personnellement en disant que c'est aussi un peu de leur faute. Ou que, tu vois... d'une manière ou d'une autre, elles sont impliquées là-dedans. Ouais. Et je me suis fermé certaines amitiés, tu vois, de gens qui n'ont pas compris cette envie, tu vois, d'aller vers une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus riche en ouverture avec mes émotions, en introspection, en écoute de qui je suis et d'aller beaucoup plus vers à la fois une santé mentale et une santé physique, plutôt que de l'adrénaline et de la dopamine en permanence, tu vois. Et ça, j'ai pas réussi à le faire, tu vois, nourrir mes amitiés, ça a été très difficile. Moi, j'ai eu des périodes un peu difficiles là-dessus, pour ma part, je conserve, j'essaye d'entretenir mes amitiés avec mes amis d'enfance. Notamment, je trouve là en ce moment, il y en a pas mal qui ont des enfants, choses comme ça. Donc ça, j'essaye de garder le lien et je trouve ça important. Mais c'est vrai qu'on partage peut-être pas la même passion pour le sport et tout, mais il y a un lien fort de l'enfance qui est encore là. Ouais. Et après, j'ai fait beaucoup moi, de kayak avant. Et donc, je suis encore en contact avec vraiment mes meilleurs amis du kayak. Mais c'est vrai que de toute façon, du moment que tu changes un peu d'écosystème, tu t'éloignes forcément des gens parce que, ou alors tu es toujours sur ton téléphone à envoyer des messages à tout le monde. Mais voilà, si ce que je privilégie, c'est la relation physique, quoi, d'être
présentement, et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps en montagne, j'essaye de trouver des gens avec qui aller en montagne, partager ça. Donc c'est des moments vraiment concrets, quoi. Ok. On va arriver à la fin. Je voulais te poser une toute dernière question. Et là, le but, c'est justement de pas du tout être dans la comparaison, mais je me souviens que je t'avais posé la question quand on s'était vu. Je t'avais posé la question de tiens, t'es hyper forte, t'es une des meilleures sur des formats de trail courts où ça va vite. Et tu m'avais dit non, mais moi le plus long ça m'intéresse pas. À l'époque tu m'avais dit ça. Et là, juste avant, quand t'es arrivé, je te dis tiens, est-ce que ça te donne envie un peu tout ça? Et tu me dis, t'as cité l'UTMB, tu me dis ah ouais tiens pourquoi pas et tout. Donc ton avis a peut-être un petit peu changé de un jour courir des courses un petit peu plus longues. C'est une idée qui commence à te trotter dans la tête? Oui, complètement. En plus, là, en allant sur des formats, tu vois, je parle en temps d'effort, parce que les Templiers, donc c'était 8 heures d'effort pour moi, ça s'est bien passé. J'aspire à augmenter un peu les temps d'effort et les distances, et oui, je pense que j'y viendrai. Après, il faut juste que mon corps me le permette, parce que j'ai l'impression d'être assez fragile sur certains points, notamment les œdèmes osseux, les choses comme ça. Mais ouais, c'est clair que ça me donne envie. Ok. Un jour, mais pas de date. Mais si, d'ailleurs, je vais faire normalement, c'est un enchaînement assez difficile, je pense, ambitieux, mais je voudrais faire je suis inscrite au Trail du Bourbon. Donc c'est déjà 100 bornes, mais ce sera mon premier 100 bornes. Et puis c'est l'occasion aussi d'aller vivre cet événement à La Réunion. Ouais. Donc le Trail des Bourbons, c'est le format 100 km de la Diag. Ouais. De la Diagonale des Fous, ouais. Ok, et donc c'est quand? C'est cette année? Oui, c'est le 17 octobre. Ah oui, donc c'est demain en fait. Ouais, c'est 3 semaines après les mondiaux, donc c'est pour ça que l'enchaînement est un peu ambitieux. Mais j'avais l'opportunité et du coup je me suis dit, pareil, allez, saisis l'opportunité et te pose pas trop de questions. Donc je suis inscrite. Okay. C'est ta première là-bas, à La Réunion? Ouais, alors je suis déjà allée quand je faisais du kayak parce qu'il y a un bassin qui avait ouvert vers Sainte-Suzanne. Donc on était allé faire un stage là-bas, un stage de kayak. Mais là, ce sera la première fois pour le trail et j'ai trop hâte. Trop bien. Tu vas rester combien de temps? 1 mois. 1 mois. Ouais, donc acclimatation, tout ce qu'il faut, quoi. Tu vas être dans les conditions idéales. Oui, je vais vivre à la créole pendant un petit mois. Bon écoute, trop bien. J'ai hâte que tu me racontes cette expérience. Il y aura sûrement un petit débrief après. Écoute, merci beaucoup Clémentine. Merci je suis content qu'on ait pu parler, tu vois, depuis notre dernière rencontre et d'avoir toujours plein de choses à se dire. Donc merci pour ça. Merci aussi beaucoup de t'ouvrir et de partager autant de choses avec beaucoup de spontanéité, beaucoup de cœur, ça me touche beaucoup, donc merci pour ça. Et voilà, et aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent, si cet épisode vous a plu, allez le dire tout simplement à Clémentine. C'est ça qui fait plaisir aux athlètes, c'est ça qui leur donne envie de revenir et de se dire que c'était un temps de parole qui vous a apporté et que ça sert à quelque chose d'être dans le partage. Donc n'hésitez pas à le faire savoir, et si vraiment vous a beaucoup plu et que vous pensez que ça peut servir à vos amis, partagez-le, et même pourquoi pas en story sur Instagram. Vous nous taguez extraterrien.podcast et vous taguez Clémentine Geoffrey, je crois, tout attaché sur Insta, et on se fera un grand plaisir de vous repartager, de vous répondre. Merci beaucoup Clem encore. Merci. Salut. Salut.